Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Le marché crypto, lui, va un petit peu mieux quand on regarde les altcoins. On a un petit peu de reprise de force. Par contre, on a BTC qui tire la tête par rapport à ce qui se passe sur le S&P 500. Il y a vraiment deux salles, deux ambiances, comme je vous l'avais tweeté déjà à la base, où on voyait le Nasdaq qui était en train de pousser, et à côté, il ne se passait rien. Et ça va même encore plus loin. Quand on regarde le S&P 500, hier, on était à quelques points d'un nouvel ATH. On était vraiment pas loin. Et pourtant, sur BTC, c'était pas le cas. Sur le Nasdaq, pareil, on a cassé enfin l'oblique. On est en train d'aller retester, pareil, un nouvel ATH. On est à quelques points de l'ATH. Et BTC toujours sous 100 000 $. On a toujours un BTC en weekly qui nous fait une bougie qui n'existe quasiment pas. La réalité, elle est là. On est toujours en dessous des 98 000. On est très loin de l'ATH qui est à 109 000 $. On est quand même très très loin. Donc on a un écart entre les deux qui est vraiment impressionnant. On avait parlé justement que ça allait certainement arriver, d'avoir comme d'habitude une décorrélation de BTC quand on a une accélération du Nasdaq et du S&P 500 pour se recorréler majoritairement à la baisse. C'est un petit peu la peur qu'on pourrait avoir si on n'arrive pas à break justement ces zones-là, qu'on se fasse rejeter, ça veut dire à un moment donné peut-être aller retester l'oblique, et là, se corréler, en effet, à ce que l'on voit sur le Nasdaq et le S&P 500 et avoir un BTC qui, au lieu d'être flat, devienne rouge. Et ça va être peut-être aujourd'hui, fin de semaine. Encore une fois, on sait que le vendredi, plus de volatilité. Est-ce que ça va être un petit peu ce qui va arriver? On va regarder ça dans quelques instants parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles qui sont à l'inverse. Et on va voir que le marché, notamment traditionnel, fonctionne un petit peu différemment en ce moment. Bon, le point important à noter, c'est qu'on a le Total 3 qui pousse. Ça veut dire que les altcoins poussent en ce moment. Alors oui, pas tous, je suis d'accord avec vous, mais quand même une grosse majorité sont en train de rattraper une partie du retard. On voit qu'on est en train de ravaler toute la bougie de la semaine dernière. On est en train de se diriger, de clôturer au-dessus du début de la bougie précédente. Ce qui est plutôt pas mal, hein, parce que quand on regarde BTC, on est quand même encore loin. Pour arriver à le faire, il faudrait clôturer au-dessus des 97 700. Là, c'est pas le cas, on est dans un tour des 96 900, donc il y a encore un petit peu de travail à faire, mais c'est pour bien montrer l'écart entre les deux. On a un rattrapage, une respiration qui est plus importante sur les alts que sur BTC, donc on a une diminution de l'écart que l'on avait entre les altcoins et Bitcoin. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, bien évidemment, mais c'est un premier pas qui est important, parce que si jamais on était amené à avoir une respiration encore baissière pour aller chercher les 91 000, ça voudrait dire qu'on aurait des altcoins qui pourraient encaisser justement cette baisse sans forcément aller s'enfoncer dans les bas de l'abysse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que on s'ennuie très fortement sur le marché, et ça se voit. Qu'est-ce qui se passe quand on s'ennuie? Ben, on va avoir des mêmes coins qui apparaissent, sauf que là, cette fois-ci, c'est CZ qui nous poste son chien pour pouvoir faire même coin hier à 17h, il s'appelle Brocoli. Et forcément, il y a eu une série de brocolis qui sont apparus dans le même coin, dont 99% étaient des rugs, encore et toujours, plutôt classiques au niveau des memecoins. Moi, la question que je me posais, c'était, c'est un memecoin qui veut être sur la BNB Chain à la base, c'est-à-dire la représentation que ce soit CZ, BNB, pour pouvoir le dire, c'était peut-être d'essayer de relancer cette notion de memecoin pur et dur sur la BNB Chain. On sait que ça fait 2-3 jours que c'est en train de se chauffer là-dessus. Bon, ça a été plutôt un échec parce que c'est plutôt Solana qui a encore recannibalisé une grosse partie du flux. Mais qui est le principal détenteur des BNB? Je pose cette question-là, n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Je pense que ça fait sens à tout le monde. Dans les bonnes nouvelles, et oui, parce qu'il y en a, il y a des bonnes nouvelles, Fireblock, alors Fireblock ça vous parle peut-être pas, mais c'est un des gros acteurs, c'est le deuxième plus gros acteur qui est spécialisé dans la gestion des fonds de très gros institutionnels. On a Coinbase Prime, et on va avoir Fireblock, qui gère les fonds pour les institutionnels. Beaucoup d'exchanges passent par l'un des deux, ce qui est le cas par exemple de Bluefin, donc l'exchange que j'utilise régulièrement, qui utilise Fireblocks pour gérer ses fonds et sécuriser ses fonds. On a des gros institutionnels, des gros fonds qui passent par ce type de protocole et par ces deux entités, et généralement ils ont une bonne connaissance du marché. Et là, ils nous disent que Elon Musk, et notamment le X-Money de Elon Musk, devrait être prêt directement à la fin de l'année, et ce sera une crypto.
Bon, après, c'est plutôt logique. On voit bien qu'il a compris l'intérêt de la blockchain, il a compris l'intérêt de la crypto. Est-ce que ça va être une crypto basée sur autre chose? Je ne pense pas. Je pense que ça va être sa propre crypto pour le fonctionnement de X directement. Donc ça va être encore à part. Ça va être un projet qui va être intéressant de suivre quand même de très très près. Mais la crypto prend le pas de plus en plus. Si vous aviez un doute par rapport au fait que les USA vont être crypto-friendly, on rappelle que c'est Musk, produits crypto, on va voir la famille Trump avec leur protocole, bon, l'un dans l'autre, ils sont quand même de plus en plus dans l'écosystème. Et c'est une des raisons qui me fait dire que le CEO de Coinbase n'est pas si loin quand il prédit 10% du global GDP, c'est-à-dire du PIB, sera sur les cryptos en 2030, ça me paraît tout à fait normal et compréhensible quand on voit un peu l'évolution que l'on peut avoir, surtout si on a une phase d'hyper-accélération portée par les USA. Les USA qui d'ailleurs sont en train toujours de malmener la géopolitique et la géoéconomique. Quand on écoute le HuffPost, on nous dit que la guerre en Ukraine, les négociations Poutine-Trump menacent l'ordre mondial, dénoncent les Européens. Et oui, les Européens, on a du mal à encaisser le fait qu'on ne soit pas à la table de négociation. Après, est-ce qu'on doit être vraiment à la table de négociation ? Est-ce que Zelensky doit être à la table de négociation? Ce sont des questions qu'on pourrait se poser, mais là, c'est une discussion qui est purement Russie USA sur les compromis et la fin de la guerre en Ukraine. Alors, les conditions, je pense, vont être quand même pro-russes, majoritairement, on va pas se le cacher. Et du coup, que va-t-il rester de l'Europe après tout ça? C'est la grande question qui va falloir se poser. L'un dans l'autre, on voit que les USA mettent en fait la pression au monde entier. Et ça, c'est valable sur la géopolitique, mais aussi sur les tarifs, où durant directement l'allocution entre les deux, il annonce tout simplement qu'il va mettre des tarifs équivalents à ce que l'Inde met. Voilà, tout simplement. Et c'est logique pour lui, et c'est tout à fait normal dans une notion de discussion. Et on a clairement un rapprochement Inde-USA qui est en train de se faire, donc on a un repositionnement très clair des USA en tant qu'acteur incontournable dans la géopolitique mondiale, et la négociation qui est en cours avec l'exclusion de l'Europe est vraiment très très dure à encaisser pour l'Europe, parce que globalement, je pense que ça va être le continent qui va être le plus lésé dans tout ça, et qui pourrait avoir beaucoup de mal à s'en remettre, voire ne pas s'en remettre du tout. À côté, Trump continue à mettre la pression sur la Fed, les intérêts vont baisser, alors c'est plutôt logique, ils ont une dette énorme à renouveler en ce moment, donc il faut impérativement que les taux d'intérêt chutent pour pouvoir renouveler à moindre coût, ça c'est sûr et certain, et dans tous les cas c'est son combat, c'est de faire baisser les taux de la Fed, même si Jérôme Powell a dit qu'il n'allait pas baisser les taux tout de suite, il n'est pas le seul à décider, je rappelle que la Fed c'est plusieurs personnes qui décident, Jérôme Powell est juste la représentation physique de la Fed, et donc ça va baisser. D'un autre côté, on a le Michigan qui devient le dernier État à demander une crypto reserve bill, donc pareil, le fait de pouvoir investir dans de la crypto-monnaie par rapport au fonds de l'État fédéral. On a 2 qui ont déjà été acceptés, et on a quand même plein d'autres qui sont en cours, en attente. On a ceux qui sont en train de considérer, ceux qui sont en attente, et ceux qui en sont rejetés. On voit que ça avance petit à petit, surtout qu'on a toujours le positionnement étatique, avec le fonds souverain et la signature de la réserve numérique et la réserve de Bitcoin. Globalement, il y a quand même pas mal de choses, c'est vrai que c'est pas encore en action, mais ça va arriver, et malgré toutes ces bonnes nouvelles, il se passe pas grand chose sur BTC. Là, c'est la réalité, BTC ne réagit pas à toutes les bonnes nouvelles que l'on a depuis quand même un certain temps sur l'investiture de Donald Trump, sur le mois de février. Alors oui, il y a les taxes de douane, mais quand on regarde le Nasdaq et le S&P 500, a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer. Et quand on regarde, alors que les USA ne sont pas encore ouvertes, on a un S&P 500 qui est en train de se diriger tranquillement vers un ATH. C'est pas le cas au niveau de BTC. Pourquoi on est toujours en sous-performance? Quand on regarde BTC sur Nasdaq, qui est la représentation de Bitcoin par rapport à la tech US, on voit qu'on est dans le bad range. On continue à aller dans le bad range. Et je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus bas, comme on a pu voir ici, ici et ici. On a encore une zone pour aller chercher plus bas. Donc encore une sous-performance de BTC par rapport au Nasdaq. Ça sous-entend quoi concrètement? Ça sous-entend qu'on est toujours coincé dans notre micro-range, ici dans les alentours des 94 500 pour la partie basse, partie haute 98 500, on n'arrive pas à casser à la hausse ou à la baisse, on construit des liquidités au-dessus et en dessous,
Ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire principalement qu'on va avoir un retour de volatilité. Plus on a une compression de volatilité au niveau du cours, plus on a un mouvement haussier ou baissier qui sort. On préfère quand même le mouvement haussier, mais la réalité, c'est qu'on pourrait très bien faire un mouvement baissier, aller chercher le bas de range, liquider une grosse partie de la liquidité qui a été laissée ici, pour repartir à la hausse. Ce serait quelque chose qui est plutôt classique, et qui pourrait prendre à contre-pied. Et ça, ce serait le meilleur scénario qu'on pourrait avoir, parce qu'on nettoierait tout le bas, pour repartir. On ne s'arrêterait pas sur les 103, 104, qui est toujours pour moi la zone, voilà, la zone à considérer. Si on a un retour aussi suffisamment fort et qu'on transperce cette zone-là, bon, ça veut dire qu'on est plutôt bien parti. Et ça voudrait dire ici qu'on aurait un retour de la force de Bitcoin par rapport au Nasdaq avec une accélération. Alors, le problème, c'est que le retour de la force de BTC par rapport au Nasdaq, elle peut se faire de deux façons. La première, c'est que on a un Nasdaq qui chute et un BTC qui se maintient, on va avoir une augmentation qui va être directe. Pareil, on pourra avoir un Nasdaq qui monte ou qui reste comme ça, et un BTC qui monte. Ça, c'est le meilleur scénario qu'on pourra avoir, mais on le prend en considération quand même, la notion de chute. On pourrait très bien rester bloqué dans notre range et patienter que le Nasdaq fasse une correction. Je suis pas sûr quand même de ce côté-là. Pour moi, le meilleur scénario qu'on pourrait avoir, c'est vraiment une chasse à la liquidité de ce côté-là. L'un dans l'autre, on est dans une phase de consolidation. C'est plutôt agréable et ça me fait vraiment penser et ressentir exactement ce qu'on vivait à cette époque-là. Alors on va remonter parce que ça date un petit peu. Je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient pas là et d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous étiez là et si vous vous souveniez exactement de ce qui se passait durant cette période-là. Et oui, là on va remonter dans la période de 2023, août 2023. Après une grosse chute, globalement, on est resté flat, avec quasiment pas de déplacement du cours, pas de volume. On était à 25 800, partie haute, attention, 26 200, donc très peu d'oscillations pendant des heures, des jours et des semaines. Ça avait duré relativement longtemps avant de repartir. Et cette oscillation, ici, est représentative. Alors, il y avait encore moins de volume, parce que on avait eu une grosse chute, on avait eu très peur, et qu'on était dans le bad range, et qu'on était dans une politique de choke point. Donc, pour rappel, on avait eu la SVB qui avait entraîné la chute, parce que elle était fermée, et qu'on avait Circle qui était dans la SVB, et la SVB était une des banques des cryptos en général, et on avait eu Signature Bank derrière, et on sentait que c'était compliqué, justement, le côté crypto. On a eu ensuite la fausse nouvelle sur l'arrivée de l'ETF spot Bitcoin de BlackRock, puis ensuite la véritable nouvelle, etc. On va pas revenir sur le passé. Mais ça me rappelle un peu ce côté-là où on a très peu de mouvements, il se passe quand même pas mal de choses, et pourtant il n'y a pas grand-chose qui se fait. Alors quel est le poids, par exemple, de l'arrêt de la guerre Ukraine-Russie, que ce soit pour l'Europe ou pour les USA ou pour la crypto-monnaie en général? Quelle est ici l'attente que l'on a au niveau des cryptos? Clairement, on voit qu'on a une compression, et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette compression est, oui ou non, réelle? Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons ici, par exemple, depuis la mise en place de cette compression, depuis la mise en place de ce range, une structuration plutôt flat au niveau des top traders, donc il n'y a pas de position, il y a une incertitude qui est réelle sur le marché. Mais surtout, quand on regarde les flots, on voit qu'on a depuis 4 jours des sorties spot au niveau de l'ETF de Bitcoin, et pourtant on a un BTC qui tient plutôt bon. Et quand on regarde les open interest que l'on a en ce moment, bon, les open interest en eux-mêmes, ils sont en chute. Alors, ils sont en chute. Donc globalement, il y a moins d'intérêt, on a une baisse des injections de liquidité, on a même des sorties de liquidité au niveau des ETF, et pourtant on a un cours qui tient. Donc, on pourrait considérer ici qu'on est dans une forme d'essorage des vendeurs pour pouvoir structurer une accélération. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a suffisamment de liquidité au-dessus pour le faire? Quand on regarde, on est en train de créer de la liquidité. Est-ce que c'est suffisant? Généralement, on aime bien avoir une petite chute pour bien aller récupérer tous les longs ici, bien motiver les gens à se positionner sur la partie haute en liquidité au-dessus des 100 000 $, pour accompagner le cours en bas, et ensuite faire un short squeeze. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire. Et là, le setup est en train quand même de se mettre en place. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que c'est un scénario qui augmente petit à petit en probabilité.
Mais encore une fois, il va falloir être patient. Je rappelle qu'on est toujours en dessous des 100 000 $, alors qu'on a un Nasdaq et un S&P 500 qui vont certainement faire un ATH. On est vendredi, on va avoir un retour de volatilité certainement sur la marche traditionnelle, et on espère peut-être sur Bitcoin. Sinon, ça va être certainement dimanche soir pour la préparation de la semaine prochaine. On a bientôt terminé la moitié de février, et on attend de voir comment la fin février va se dérouler. Et dans l'actualité de la chaîne, je vous rappelle deux choses. Première, mardi à 20h30 sur Monsieur TK, on va faire un live de folie pour parler crypto, pour échanger sur nos thèses d'investissement. Quel est l'impact du mining, le proof of work par exemple, directement dans le price action. Voilà, des petits sujets qui vont être super sympas. Ça va être sur la chaîne de Monsieur TK si ça vous intéresse. Et mercredi, je fais un live avec un spécialiste de Ledger pour pouvoir déterminer la meilleure façon pour protéger ses cryptos, pour éviter les scams, pour comprendre quels sont les différents pièges que l'on peut avoir, quelle est la meilleure méthodologie. Vous avez été nombreux à me poser ces questions-là, et là vous allez avoir un expert pour pouvoir répondre, et ce sera dans la communauté privée gratuite. Vous avez le lien en commentaire en description pour vous inscrire, et ce sera mercredi à 18h pour les intéressés.